De retour dans la tranche info sur Canal 10, place maintenant à l'échange dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, nous allons parler de deux événements, et même un peu plus ce soir, à savoir le Carutidège qui est organisé par le Rotaract. À cet effet, nous recevons Gaëlle Bazir, la présidente du Rotaract. Bonsoir. Et nous parlerons également de la fête de la famille organisée par la ville de Déhay et le centre communal d'action sociale, toujours de la ville de Déhay. À cet effet, je reçois Hélène Bervin, responsable du service animation vie locale à la municipalité de Déhay. Bonsoir. Bonsoir. Elle est en compagnie d'Alphonse Guillaume, premier adjoint au maire. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également Mylène Sainte-Luce, donc directrice du centre communal d'action sociale. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on va commencer tout d'abord par le Carutidège, puisque chaque année depuis un moment déjà, depuis 2019 donc, le Rotaract s'évertue donc à essayer de nourrir les bacheliers avant leurs examens. Une opération qui fonctionne bien? Oui, c'est une opération qui fonctionne bien. Donc effectivement, le Rotaract avec DMJ, Unique Prod et Madine Jeune Ambition, nous organisons le Carutidège. Donc cela consiste en une distribution de petits déjeuners à tous les candidats du bac sur le territoire de la Guadeloupe. Pas de discrimination? Pas de discrimination. Enfin, sauf les lycées qui ne veulent pas travailler avec nous. Ah, il y a quand même des lycées qui refusent? Oui. Ah, Oui, et quel motif on vous oppose? Alors, il y a quelquefois, c'est les associations de parents d'élèves qui gèrent et d'autres, voilà. D'accord, vous venez faire concurrence finalement aux associations. Mais on les accompagne, la plupart des associations de parents d'élèves sont contents de travailler avec nous. Plus donc il y en a, voilà, il y en a qui sont... mieux c'est. Exactement. Bon. Passons, peut-être effectivement qu'ils changeront d'avis sur les autres opérations. L'année dernière, on était sur combien de petits déjeuners distribués? Un peu plus de 4000 bacheliers, de candidats au bac qui ont reçu un petit déjeuner. Il y en a plus cette année? Oui, il y en a plus parce qu'on a cette année les lycées professionnels également. Donc, ce qui fait qu'on est un peu plus de 5000 sur toute la Guadeloupe, en sachant que c'est une action qui se déroule en simultané sur la Martinique et la Guyane. Oh, c'est nouveau ça. Oui, la Guyane, c'est tout nouveau cette année. Ok, donc tout le monde rentre un peu dans Mais la Martinique a commencé avant nous, depuis 2016 ou 2015, je crois. Et nous, c'est depuis 2019. Et la Guyane, depuis 2023. D'accord, donc coordonné, tout le monde distribue le même jour. Exactement. Donc c'est pour toutes les épreuves, juste les premières épreuves? Juste le 14 juin, il faut voir ça comme une sensibilisation à prendre un petit déjeuner sain et équilibré. D'ailleurs, dans la petite pochette qu'ils reçoivent, il y a un prospectus pour leur indiquer du coup qu'est-ce qu'ils doivent, quelle est la meilleure manière, qu'est-ce qu'ils doivent manger le matin pour avoir les meilleures performances mentales. Est-ce que ça reste dans les cerveaux? On l'espère, c'est l'objectif en tout cas. Donc, pour l'ouverture du baccalauréat, vous serez présent dans combien d'établissements cette année? Alors, dans, je crois, 25 établissements. Donc, 25 lycées quand même? Oui, 25 lycées, ce qui demande, vous imaginez, vraiment une grosse logistique. Donc, on a fait un appel à bénévoles. Oui, je pense qu'il nous reste encore quelques places si vous souhaitez participer. Et ensuite, il faut savoir que le petit déjeuner aussi est composé d'une banane, d'une bouteille d'eau et d'un paquet de biscuits qui ont été qui a été composé par une nutritionniste diététicienne. Donc équilibré. Oui, équilibré et sain. On met l'accent sur le sein. Donc, il n'y a pas de conditions, vous débarquez dans les établissements et vous distribuez. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a quand même un accord avec tous les lycées. On a appelé les lycées en amont pour coordonner tout ça avec eux. Et on est présent effectivement dans les lycées avec nos bénévoles pour distribuer les petits déjeuners. Il ne vous manque rien? Pour le moment, des bénévoles. Que des bénévoles, que des bras, effectivement, pour les distributions. Exactement. Mais au niveau des denrées, on est bon pour les 5000 petits déjeuners. Exactement. Merci à tous nos partenaires, d'ailleurs. Merci beaucoup, en tout cas, Gaëlle, d'être venue sur ce plateau. C'est avec plaisir. Et des efforts que vous fournissez chaque année, effectivement, pour ce type d'opération. Merci encore. Et on va se pencher du côté de la ville de Déhay maintenant, qui revient effectivement avec la fête de la famille. Ce sera ce samedi 24 juin sur l'espace Guyonneau, qui nous parle du programme, qui nous présente le programme. Eh bien, le CCAS, dites-nous tout. Comment ça va se passer? Alors bonsoir à tous, donc Mylène Sainte-Luce, responsable du Centre communal d'action sociale de Déhay. Et donc avec mon équipe, avec la présidente du CCAS qui est aussi Madame le maire,
présidente de droit. Le conseil d'administration et l'équipe administrative, nous avons le plaisir de revenir vers la population déhésienne après 2 années pour pouvoir donc leur proposer une fête de la famille, donc une fête en toute convivialité, que nous espérons donc agréable pour tous, surtout pour pouvoir renforcer les liens familiaux. Donc ça sera un temps de détente. Nous avons en tout cas concocté un programme d'animation pour pouvoir permettre aux parents, aux enfants, aux grands-parents, grands, petits, nous pas ni l'âge, et de se détendre. Et puis aussi, quelque part, de venir s'informer, de venir échanger ensemble sur ce que c'est que faire famille en 2023. Ah ben, c'est une grande question. Voilà. Mais justement, donc, voilà. Ben, on va ouvrir le débat dessus, justement. Est-ce que la municipalité de Déa est très attachée finalement à la famille? Plus que tout. Et d'ailleurs, là, les Festidei, qui sont la programmation de toutes les festivités que nous avons sur le mois de juin, juillet et août, justement, remettent au cœur justement la famille et l'individu proprement dit, l'individu guadeloupéen. Et donc, c'est dans Madame Sainte-Luce vous a justement présenté un rendez-vous qui est la fête de la famille. Mais avant ça, nous aurons justement samedi, nous avons le marché artisanal et agricole de Déa, que nous avons les 2e samedis du mois, mais qui est justement un spécial fête des pères. Donc, et là, justement, on invite tous les papas de la Guadeloupe à venir se faire chouchouter, justement, par nos exposants. Ah oui. Ah bon, ça arrive, ça? Ça arrive à ce que vous venez pas souvent à Déa. Parce que vous saurez, justement, quand on arrive à Déa, on ne fait que ça, chouchouter. Ah. Chouchouter, oui. Les papas, les mamans, les enfants, les petits, les grands, on est là et on chouchoute à Déa. Oui. Et donc, c'est justement fort de ça que... Nous avons justement le marché le samedi. Nous avons la fête de la musique qui, pour nous, justement, on tient à ce que ça reste l'essence même de ce qu'on attend de la fête de la musique. Donc, faire de la musique. Et c'est pour ça que nous mettons en avant nos formations musicales amateurs, nos amateurs de musique, et tout le monde est invité. On va commencer par les petits le matin. Les amateurs seront mis à l'honneur. Mais c'est toujours ça. Vous n'irez pas chercher de gros groupes Non. C'est faire de la musique. Oui, bon, il peut y avoir des gros groupes un jour. Mais simplement, normalement, la fête de la musique, normalement, c'est l'invitation à tout un chacun qui est amateur comme professionnel à faire de la musique. Donc nous êtes pour une participation active, hein. Pas juste venir regarder, il faut quand même participer. Non, c'est le plaisir de faire de la musique. Donc c'est pour ça, oui, voilà, c'est l'occasion justement de les talents, on met à l'honneur les talents que nous avons sur nos territoires. Qu'ils soient amateurs ou professionnels, il faut ça. Très il bien. faut ça. Donc ça rentre dans le cadre de Festidei. De Festidei, oui. Donc, comment vous prononcez Festidei? Festidei, oui. Ah, puisque vous avez fait un petit jeu de mots là quand même pour nous là. Non, ça fait 6 ans, ça fait 6 ans que nous appelons notre programmation justement des mois de juin, juillet, août, fait sous l'appellation de Festidei. C'est nos rendez-vous. Donc ils commenceront avec la fête de la musique. Avec la fête de la musique. Donc 21 prochain. Voilà, le 21 juin prochain. Nous aurons, il y a la fête de la musique. Vous avez entendu Madame Sainte-Luce pour la fête de la famille. Nous continuons aussi avec les enfants le 28 juin, justement, pour la fête finale de l'heure du conte. Et le 29, ce sera l'anniversaire, justement, les 290e anniversaire de la commune de Déa, sous son saint patron. Et nous allons entrer aussi dans la fête patronale, les 30 et les 1er juillet, qui, avec une spécificité pour le 30 juin, avec une journée consacrée au gros cas. 30 juin? Oui, le 30 juin. Une journée consacrée au gros cas. Donc, depuis le matin, au réveil, jusqu'au lendemain matin. Voilà, ça sera parler du cas, ça sera jouer le cas, danser le cas, voilà, voir comment on fabrique le cas, et et apprécier le cas, vivre le cas, donc d'une manière, sur tous ces rythmes, sur toutes ces formes, voilà. Très bien. Oui. On imagine toujours en famille. Hein. En famille, quelle que soit la composition. Est-ce que l'intergénération, ça fonctionne bien sur des... Est-ce que vous arrivez à transmettre? Eh bien, c'est justement chacun de nos rendez-vous le permet. C'est ce qui est beau.
Ce qui est beau, c'est justement que c'est de voir peut-être même des fois 3 générations ensemble. Quand vous voyez, mais c'est ce qu'on veut voir. Quand vous voyez, oui, mais c'est ce qu'on a, l'opportunité, la chance de voir sur des. Quand vous voyez la grand-mère qui vient avec sa fille, qui vient avec ses enfants, qui sont là et qui participent, qui jouent ensemble, qui font ensemble, c'est l'idéal. C'est ça, il faut venir à des... aussi au niveau du CCAS. On vous invite déjà à venir le 24 juin le découvrir. Merci. Vous voulez pas trop m'en dire, hein? Non, mais tout à fait. Je rejoins ma collègue et au CCAS, on a des générations qu'on suit. Justement, vous voyez l'évolution. Tout à fait. On voit l'évolution et c'est l'opportunité, en tout cas pour nous, justement, de donner aussi à ces générations le cadre de pouvoir se retrouver, de pouvoir aussi échanger. Et à cet effet, nous aurons la participation de M. Otto, Raymond Otto, qui viendra animer pour nous. Notre sociologue, M. Raymond Otto. C'est exact. Un beau cantage en famille, notamment autour de la guerre des générations dans les familles. Voilà. On a une guerre générationnelle sur les bras, ça, il faut le reconnaître. Voilà, ça peut être compliqué parfois de génération en génération de se comprendre et de suivre les évolutions. Ça peut être pour les parents un peu compliqué, même si on a beau vouloir y mettre de la bonne volonté. Et donc, en tout cas, nous, à DEA, on pense que c'est par le dialogue, en échangeant ensemble, qu'on pourra faire avancer les familles, mais la famille déhésienne. Parce qu'on n'oublie pas que la famille reste le socle quand même de notre communauté. Ça, c'est très important pour nous. Mais on a quand même, justement, avec ce conflit de génération, une petite explosion de la cellule familiale. Du côté d'EDF, vous arrivez à résister à ça? On y arrive. Et d'ailleurs, Madame le maire a souhaité mettre un point d'honneur à inviter les pères. Alors, la dernière fois, j'ai suivi un débat sur votre plateau avec une de vos collègues. Notamment, c'était le rôle du père dans la société guadeloupéenne. Et je crois que c'est important de pouvoir leur redonner leur place. Parce que... redonner une place, déjà. C'est ça, mais je pense qu'on... créer une, peut-être. Pourquoi en créer? Il faut qu'ils ont leur place, naturellement. On n'a pas trop ce sentiment-là. On a souvent focalisé justement sur la femme potomitan, celle qui gérait tout. Le père était plus absent, on le présentait plus comme quelqu'un de passager, qui travaillait la semaine, qui rentrait éventuellement le week-end ou après le travail, qui parlait pas forcément beaucoup, qu'on voyait pas forcément beaucoup dans la maison. Donc on a un peu cette vision-là du papa ici, inexistant. Oui, mais je crois qu'il est question, en tout cas, il est temps de la déconstruire. Et d'ailleurs, les jeunes générations de papas nous montrent qu'ils veulent... ils sont volontaires. Oui, tout à fait. Ils veulent reprendre leur place. Et alors, je laisserai M. Otto, en tout cas, en débattre mieux que moi. Il va nous l'expliquer. Voilà. Mais on a quand même M. Guillaume sur le plateau. Il faut comme... Voilà, moi j'allais dire que la vision qu'on a des pères, elle a beaucoup changé. Les pères ont évolué. On voit aujourd'hui, on rencontre des pères qui s'occupent seuls de l'éducation de leurs enfants. Les choses ont beaucoup changé. Voilà. On évolue dans le bon sens. Oui. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a aussi quelques années, lors d'une des fêtes de la famille que nous avions organisées, nous avions mis à l'honneur les pères qui élèvent seuls leurs enfants. Voilà. Donc voilà. On en tire notre chapeau. Tout à fait. Elles ont un travail phénoménal. Moi, au même titre que les mamans. Hein. Mais bon. Je suis un homme, donc on va pencher un petit peu de notre côté. Non, on a été beaucoup délaissés, je trouve. Donc, il faudrait peut-être un peu rééquilibrer, effectivement, sur notre rôle qui est quand même cardinal dans l'éducation des enfants. On a eu un peu tendance à l'oublier. Donc, Totalement. Comment vous expliquez que des petites communes, justement, comme la ville de Déhay, enfin, petites communes plus calmes, on va dire, arrivent à conserver la cellule familiale? C'est que vous êtes loin de justement des agglomérations, des centres-villes, vous gardez un petit peu ce côté traditionnel, on va dire, entre guillemets? Je pense que la proximité et justement le permet ça. C'est notre avantage, c'est qu'on est justement on est dans un petit écrin qui fait que déjà ce CDS était constitué de 3-4 grandes familles. Donc on est toujours forcément en alliance. Toute bonne famille. C'est ce qui se dit.
Mais si c'est 3-4 grandes familles, bon. Non, mais on se comprend, voilà, on se comprend, voilà. Mais donc, et ce qui fait aussi que la vie des quartiers le permet aussi. Donc vous faites vivre vos quartiers. Oui, il y a ça, mais la vie des quartiers aussi qui reste encore justement comme on le voyait avant, où le voisin et la voisine voient l'enfant de l'autre passer, etc. Et quelque part à un regard. Donc vous permettez encore ce regard-là, puisque maintenant c'est plus ça. Hein. Non, mais justement, le c'est voisin ça. a le droit de dire. Donc, oui, mais bon, le voisin va interpeller l'enfant s'il fait une bêtise. C'est ce qui nous préserve, je pense. On a toujours ce noyau-là. Il y a la famille élargie qui permet ça. Il y a le grand-parent, l'oncle, la tante, donc on vit encore ça et c'est ce qui nous préserve, je pense, sur des... Il y a encore un tout petit échantillon de ces choses-là qui faisaient la notoriété des petites communes. Et c'est vrai que nous sommes... nous sommes touchés par tout ce qui concerne les grandes villes. J'avais envie de dire tout à l'heure que ça ne présente pas que des inconvénients d'être éloigné des grandes concentrations, des grandes villes. Voilà, il n'y a pas que des inconvénients. Voilà. Si on peut conserver un petit peu nos cellules familiales, Tant qu'on peut. Tant qu'on peut. Oui. Vous pensez qu'elles vont céder ? Puisqu'on dit que les enfants sont plus ceux de la société que ceux de leurs parents, donc est-ce qu'on va réussir à conserver nos modèles ? Ça va être, conserver, ça va être difficile, mais à travers tout ce que nous mettons en place, on travaille pour que ça puisse demeurer. On espère. On le souhaite. Mais les choses avancent très rapidement. Vous avez constaté. Malheureusement. Je préfère en rire parce qu'effectivement, il ne va pas rester grand-chose de la cellule familiale si on continue comme ça. Donc, on va reprendre quand même le programme de manière exhaustive pour nos téléspectateurs puisque le Festidé... Je vais y arriver. Le Festidé. On ne vous a même pas parlé de Paradé. Oui. Paradé, il y a aussi Paradé. Ah oui, bon, ça, on se donne rendez-vous au mois de février pour le carnaval. On reviendra. Donc vous aurez effectivement votre parade sur des... Ce sera l'occasion de nous inviter. Oui. Vous reviendrez pour la paradérie. Et là, on va revoir le programme, puisqu'il y a quand même 2-3 mois de festivités du côté de la ville de Dieppe pour toutes les grandes vacances. Donc, on commence le 21. Oui, et on terminera, je crois, le 13 août, oui, voilà, avec le marché. On pourrait dire qu'on commence le 17 avec le marché, on va finir avec le marché. Ah, vous avancez la date de début. Non, mais c'est-à-dire que... Non, je ne vais pas dire ça, mais on invite les gens à venir voir le marché, surtout les papas. On a bien dit les papas. Oui, samedi. vous avez bien mis l'accent dessus. Et c'est vrai que traditionnellement, on commence nos festivités par la fête de la musique. Et on va pouvoir finir avec un projet que nous mettons en place cette année, c'est ce qu'on a appelé le Cabolo à Cécile. Le quoi ? Le quoi ? J'entendais cette réaction. Le quoi ? Le Cabolo à Cécile. Le Cabolo à Cécile. Et je vous invite à chercher justement dans le dictionnaire de créole ce que veut dire Cabolo. Créole, carrément. Cabolo. Qu'est-ce que le Cabolo ? Oui, vous pouvez demander ça aux téléspectateurs. Qu'est-ce que le Cabolo ? Vous êtes obligé de nous dire. Non, on veut savoir. Le Cabolo. Ça vient d'une pratique d'antan, de nos grands-parents qui avant avaient leur bal. Et justement, chaque danse était payée justement par ce qu'on appelle le cabolo. Oui, c'est un terme justement de quadrille, au niveau du quadrille. Oui, voilà. Oui. Mais bon, là, il ne s'agira pas d'argent. Il ne s'agira pas d'argent, mais simplement de retrouver un petit esprit d'antan longtemps où justement on animait notre place publique comme un kiosque, la placette de la mairie, juste le dimanche matin après la messe, etc. Et toujours nos formations amateurs auront l'occasion d'animer leur bourg. C'est ça qui manque aussi dans les centres-villes, c'est l'animation. Je trouve que on est un peu mort, la musique est absente. Et pourtant, comme si on n'aimait même pas le bruit. C'est pas du bruit, la musique. Certains le considèrent comme tel, c'est peut-être ça le souci. Je voulais juste porter une précision, ou en tout cas compléter ce que Hélène a dit, et puis rebondir sur votre question quant à l'intergénérationnel à Dieppe. Il y a un événement qu'on a oublié de citer, qui est la commémoration du crash du Boeing
707 Chantilly, château de Chantilly, donc le crash qui a eu lieu le 22 juin 1962 et qui est aussi pour nous justement l'occasion de faire vivre cette intergénérationnalité, si on peut dire, en tout cas l'intergénérationnel, pour faire passer aussi même au niveau de l'histoire de la commune ces moments importants aussi pour notre commune, pour notre communauté. Donc voilà, si Hélène peut-être veut en dire un petit peu plus. Et oui, on donne rendez-vous. Oui, effectivement, chaque année, donc c'est le 22 juin, nous commémorons chaque année, quel que soit, pas tous les 10 ans, mais chaque année depuis, c'était M. Guillaume. 62. Non, mais la première fois qu'on a fait la commémoration, je crois que c'était en 95. Oui. 95. Oui, on commémore, voilà, cet événement. Et évidemment, donc là, ça sera, on va inviter les gens d'abord depuis à 14h30 sur le site du crash de Boeing pour notre solennelle cérémonie de commémoration. Et on va rendre hommage aux victimes. Et le soir, on va justement clôturer avec la projection du film de Franck Salin, le documentaire La Terre comme un coup de poing, qui sera projeté à Caféière. Voilà. Donc, j'espère que la population, puisqu'il est très important maintenant que cet événement rentre dans la mémoire collective. Voilà. Là, nous sommes depuis l'année dernière dans la transmission justement de la mémoire. Et on collecte de plus en plus des témoignages des personnes qui étaient jeunes et qui ont vécu voilà, on essaye de repartager. Et on les invite à justement à s'exprimer, à ouvrir, parce que c'était tabou. Je sais que surtout sur des haies, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. C'est un traumatisme quand même pour cette population. Et maintenant, justement, la parole est en train de s'ouvrir. C'est quand même suffisamment impressionnant de voir d'entendre des parents, justement, qui ont vu cet événement, qui ont vécu aussi cet événement, parler pour simplement dire que quand vous avez un monsieur qui vous dit que oui, voilà, moi j'étais petit, j'allais à l'école à pied, j'avais l'habitude de boire dans cette rivière, mais il nous était interdit, pendant cette période, il nous était interdit de boire de l'eau de la rivière. Bon, on ne va pas donner l'explication là, puisque bon, on comprend tout de suite, voilà. Et donc il y a toutes ces... Et vous voyez que malgré, ça fait 60 ans, plus de 60 ans maintenant, et il a ces touches, c'est comme si les émotions revenaient parce qu'il revivait ces choses-là. Donc, non, mais on n'a pas encore pu crever l'abcès. Voilà. Vu qu'ici, il y a beaucoup de tabous quand même, des choses qui restent enfouies pendant des décennies, on n'en parle pas. Oui. Donc là, c'est une occasion, effectivement. Oui, il y a l'histoire, il y a l'histoire, il y a le pourquoi, les explications qu'on n'a pas. Mais il y a aussi, on oublie que cette population qui était autour et qui a vécu ce traumatisme et qui a besoin justement de se libérer de ça. Donc, si je puis ajouter, allez-y. Il est important donc aussi pour nous effectivement d'assurer cette transmission parce que comme Hélène l'a dit, les générations, les personnes qui étaient jeunes à cette époque, beaucoup nous ont déjà quittés et donc il est important que les jeunes générations s'emparent aussi de cette histoire-là pour que au final elles ne s'oublient pas et que voilà elles ne meurent pas aussi avec ces générations qui s'en vont. On est d'accord. Voilà. Avant de revenir sur le programme, on va s'adresser quand même à Monsieur Guillaume, puisque la ville a obtenu de nouveaux labels. Quels sont-ils ? Oui, vous le disiez tout à l'heure à juste titre, DS s'occupe de ses familles, mais DS s'occupe aussi de sa population et des populations qui sont de passage aussi à DS. Alors, il m'appartient en fait de parler de 2 labels qui nous ont été décernés. Le premier, c'est le label Résilience France Collectivité qui nous a été décerné qui est décerné en fait aux communes de manière à valoriser leur engagement en termes de sauvegarde et de protection de la population par rapport à tout ce que nous faisons en matière de prévention du risque sismique, du risque cyclonique, tout. Et le deuxième label, celui-là c'est un label français, le deuxième label qui est un label international puisqu'il est décerné par l'UNESCO. Il s'appelle Tsunami Ready.
prêts pour le tsunami. C'est-à-dire, il y a de ça quelques années, nous avons répondu à un appel à projet qui était piloté par l'université de Montpellier, l'université Paul Valéry. Il s'agissait pour nous de cartographier toutes les zones à risque que nous avons à DE en cas de tsunami, de mettre en place des itinéraires d'évacuation. Et à travers ces itinéraires d'évacuation, avec aussi notre participation à l'exercice d'évacuation de tsunami, l'exercice caribéen, Caribe Wave, nous étions éligibles à ce label-là, au label en fait Tsunami Ready. Donc normalement, à la fin du mois, nous aurons une délégation de l'UNESCO accompagnée d'autres personnes qui viendront nous décerner ce label-là. Il faut dire en fait que nous sommes vraisemblablement la toute première communauté, la toute première commune de France et d'Europe à qui ce label sera décerné. Nous allons rejoindre la trentaine en fait de communautés de pays du monde à qui ce label a été décerné. C'est vrai que vous êtes particulièrement assidu sur les opérations Caribe Wave. Et vous devez être la seule commune où il y a la signalétique justement pour les tsunamis. La seule commune de la Guadeloupe, tout à fait. Voilà, où les gens, quel que soit là où ils se trouvent à DE, ils sont, comment dire ça, il suffit de regarder autour, ils voient des panneaux et ces panneaux-là, voilà, les aident à choisir un itinéraire le plus court pour pouvoir se mettre en hauteur et être à l'abri d'une brusque ou soudaine montée des eaux en cas de tsunami. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est dans cette démarche de prévention que nous sommes depuis plusieurs années, d'où cette récompense, en fait, voilà, à travers ce label qui nous sera décerné. Voilà. Officiellement, donc, à la fin du mois. Voilà, officiellement, le jeudi 30, voilà, en matinée. Vendredi 30. Vendredi 30, voilà. C'est noté. On reprend rapidement le programme avant de se quitter pour les téléspectateurs. Donc, le 17, dans le cadre du Festi-Day, vous avez le marché spécial papa. Ah oui. Tout à fait. Ah oui, pour les papas. On tient à préciser. Oui, et on les contrats. Et attention, les contrats, donc il faut qu'ils viennent. J'espère qu'il y aura des cadeaux. C'est important aussi. Le 21, on aura donc la fête de la musique. Oui. Le 22, vous avez la célébration du crash qui s'est produit sur votre territoire. Le 28 juin, on a donc la clôture de l'heure du compte. Oui. Et vous aurez aussi le 290e anniversaire donc de la ville. Et le 24. Oui, le 24, nous évidemment, avons la fête le de la famille. 24. On vous laisse conclure. Le 24 juin, en tout cas, on invite les familles désiennes nombreuses à venir nous rejoindre pour passer un agréable moment ensemble et pour nous bécanter ensemble. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir pour nous présenter justement l'actualité donc de la ville de DE. Merci également au Rotaract qui sera donc pour une distribution dans 23 lycées de Guadeloupe, 25 lycées de Guadeloupe pour une distribution donc de petits déjeuners. Merci encore pour l'action. Chers téléspectateurs, on se quitte pour une page de pub.